La caissière ricana de cet homme âgé à la peau sombre dans la file, le jugeant à ses vêtements usés et à ses mains calleuses. Une erreur fatale. Elle était loin de se douter qu'en quelques minutes, cet homme allait changer à jamais le destin de tous dans cette luxueuse agence bancaire. « Suivant, dépêchez-vous mon vieux, je n'ai pas toute la journée. » La voix de Chloé, la caissière, fendait l'air climatisé de la banque comme une lame. Monsieur Émile s'approcha du comptoir de marbre poli, ses pas lents et mesurés. Il sentait les regards impatients de la file derrière lui, un ensemble de costumes coûteux et de chaussures lustrées. Chloé leva les yeux au ciel. Son soupir fut assez sonore pour être entendu par les plus proches. Elle prit un formulaire et le poussa vers lui du bout des doigts, comme si elle touchait quelque chose de sale. « Savez-vous lire, monsieur? Ou faut-il que je vous tienne la main pour remplir ça ?» La question dégoulinait de sarcasme et de mépris. Un murmure parcourut la file. Monsieur Bernard, un homme en costume derrière monsieur Émile, secoua la tête, jetant un œil à sa montre avec une irritation palpable. L'humiliation était un spectacle silencieux, et l'assistance semblait s'amuser de la scène. Chloé, se sentant encouragée par l'assentiment tacite, haussa le ton. « Allons, monsieur, il faut de la vivacité. Si vous n'êtes pas capable de remplir ça, la file prioritaire est pour les démarches rapides, pas pour ceux qui apprennent à écrire. » Le visage de monsieur Émile resta impassible, mais ses yeux, profonds et fatigués, se fixèrent sur les siens. Il ne dit pas un mot, se contentant de prendre le stylo d'une main qui tremblait légèrement, non de peur, mais d'une vie entière de labeur. La tension était palpable. Chaque seconde de son silence semblait un défi muet, un compte à rebours que lui seul comprenait. Chloé perdit patience. Elle frappa le comptoir de marbre avec le stylo. Le son résonna dans le salon silencieux. « Écoutez, revenez quand vous aurez quelque chose qui vaille mon temps. » Le visage de monsieur Émile resta impassible, ses yeux ne quittant jamais les siens. Que ne savait-elle pas du papier qu'il tenait? Cette histoire va vous bouleverser. Pour ne pas manquer le dénouement impressionnant et d'autres revanches de ce genre, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Vous ne voudrez pas être laissé pour compte. Le claquement sec du stylo de Chloé sur le marbre fut comme un coup de feu dans l'esprit de monsieur Émile. Non pas le son d'un stylo, mais l'écho métallique d'un marteau. L'odeur de cuir et de graisse envahit ses narines et la banque de luxe disparut. Il était de retour dans le petit atelier de cordonnier de son père des décennies auparavant. Un enfant pieds nus, observant des mains fortes et douces, donnait vie à la matière. Le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre poussiéreuse, illuminant les particules de cuir qui dansaient dans l'air. Son père, un homme de peu de mots et au large sourire, tenait une délicate chaussure féminine, presque détruite. « Regarde, Émile, » dit-il, la voix grave et calme. « Les gens jugent le livre à sa couverture et l'homme à ses chaussures. Mais la vraie valeur est dans la couture, dans ce qui est à l'intérieur. Retiens cela. » L'enfant hocha la tête, fasciné, tandis que son père commençait le travail méticuleux de restauration. Ce moment était le pur bonheur. L'odeur du travail honnête, la sécurité de la présence paternelle et une leçon qu'il garderait pour toujours. La promesse d'un avenir bâti de ses propres mains. L'odeur de cuir se dissipa, remplacée par l'odeur de désinfectant bon marché d'un grand magasin. Émile, maintenant un adolescent de 16 ans, sentait le regard accusateur du gérant du magasin lui brûler la nuque. Une montre avait disparu d'une étagère. Il était le seul client à la peau sombre dans le rayon. « Videz vos poches, gamin !» L'ordre vint froid, chargé d'un préjugé qu'il ne comprenait pas encore entièrement, mais qu'il ressentait déjà sur sa peau. Il obéit, le visage lui brûlant de honte, tandis qu'il sortait un mouchoir et quelques pièces de monnaie. La montre n'y était pas. Il n'y eut pas d'excuse. Juste un « vous pouvez y aller » qui sonna comme une sentence. Ce jour-là, la leçon de son père fut mise à l'épreuve. La couture intérieure, la valeur que personne ne voyait, semblait ne pas importer au monde. Des années plus tard, le souvenir de cette humiliation fut le carburant.
Monsieur Émile, devenu un homme accompli, se tenait devant un hangar abandonné, le premier immeuble de sa future usine de chaussures. Il tenait l'acte de propriété d'une main tremblante. Là, debout sur le béton fissuré, il fit un serment silencieux. Il bâtirait un empire, non par ostentation mais par respect. Un empire où la valeur d'une personne serait mesurée par son caractère, non par la couleur de sa peau ou les vêtements qu'elle portait. Il deviendrait si grand que personne n'oserait plus jamais le juger à son apparence. Chaque chaussure, produite par son usine, porterait la leçon de son père. La vraie qualité est à l'intérieur. « Monsieur, vous m'écoutez ?» La voix de Chloé, perçante et irritée, déchira le voile du temps. L'atelier, le magasin, le hangar, tout s'évanouit. Monsieur Émile cligna des yeux, de retour dans le présent froid et hostile de l'agence bancaire. Il regarda ses propres mains, les mêmes mains qui avaient bâti un empire à partir de rien, maintenant méprisées par une jeune femme qui ne voyait rien au-delà de sa peau ridée et de ses vêtements simples. Le contraste entre la promesse qu'il s'était faite et l'humiliation qu'il subissait alluma une flamme froide dans sa poitrine. Le calme sur son visage n'était pas de la résignation, c'était le silence avant la tempête. Une nouvelle décision se forma, solide comme le marbre sous ses coudes. Il n'était plus là seulement pour effectuer une transaction, il était là pour donner une leçon. Ignorant le stylo tombé et le mépris de Chloé, Monsieur Émile redressa son corps, sa posture soudain plus droite. Il fit glisser le formulaire de nouveau sur le marbre, le même qu'elle avait poussé avec dégoût. Sa voix sortit calme, mais avec un poids qui fit arrêter Chloé dans son mouvement pour appeler la sécurité. « Je n'ai pas besoin d'aide pour remplir, mademoiselle. J'ai besoin que vous traitiez ce virement. » Il pointa un doigt calleux vers le champ de la valeur. Chloé baissa les yeux, plus par réflexe que par volonté, et une grimace d'incrédulité se dessina sur son visage avant de se transformer en un sourire moqueur. « Virement ? Monsieur se trompe de guichet et de formulaire et probablement de banque. »« Je suis certain d'être au bon endroit, » insista Monsieur Émile, la patience dans sa voix commençant à sonner comme une menace voilée. « Je souhaite transférer le montant indiqué sur le compte de la Fondation La Chaussure qui accueille. C'est une nouvelle institution caritative. Les coordonnées du compte sont là. » Il essayait d'être direct, de montrer le but. Il ne voulait pas seulement justice pour lui-même, il voulait atteindre l'objectif du jour, fonder officiellement l'institution qui honorerait la mémoire de son père. C'était un acte concret, un désir visualisé sur un morceau de papier. Mais Chloé était un mur. Elle ne voyait pas un philanthrope. Elle voyait un vieil homme confus, peut-être sénile, ou pire, un escroc. « Fondation ? Monsieur, s'il vous plaît, » dit-elle, le ton maintenant faussement condescendant, comme si elle parlait à un enfant. Des transactions de cette envergure, elle fit des guillemets en l'air, exigent un rendez-vous préalable avec la direction. Elles ne se font pas au guichet, encore moins pour... Enfin, monsieur comprend. L'échec de la première tentative fut public. La file derrière lui, d'abord un murmure, était maintenant un chœur d'impatience. Monsieur Bernard souffla bruyamment. « Incroyable! Directeur! Appelez le directeur! C'est absurde !» La tentative de Monsieur Émile d'atteindre son objectif fut bloquée. Il sentit une pointe de frustration, une vague de chaleur qui lui monta à la poitrine. Ses mains, posées sur le comptoir, se serrèrent en poing un instant avant qu'il ne les force à se détendre. Il ne pouvait pas perdre son calme. Pas ici, pas maintenant. L'obstacle était clair. Le système, personnifié par cette caissière, refusait de le voir. Monsieur Bernard obtint ce qu'il voulait. Un homme plus âgé, aux cheveux gris impeccablement coiffés et vêtu d'un costume gris valant plus qu'une voiture populaire, émergea d'une porte en verre dépolie. C'était Thierry, le directeur. Il marchait avec un air d'autorité ennuyé, son regard balayant la situation avec un désintérêt professionnel avant de se poser sur Monsieur Émile. Le changement dans son expression fut subtil, mais immédiat. Le professionnalisme céda la place à un dégoût mal dissimulé. « Chloé, quel est le problème ici ?» La voix de Thierry était douce, mais froide. « Ce monsieur, »
commença Chloé, désignant Monsieur Émile comme s'il était un meuble mal placé, insiste pour faire une transaction d'une valeur astronomique, sans rendez-vous, sans historique. Il dérange tout le monde. Thierry ne daigna même pas regarder le formulaire. Son attention était fixée sur Monsieur Émile, un regard qui le mesurait de haut en bas, de ses chaussures usées à sa chemise simple. C'était le même regard que le gérant du grand magasin, des décennies auparavant. Un regard qui l'avait déjà condamné. « Monsieur », dit Thierry, le traitement formel était une offense en soi. « J'apprécie votre intérêt pour nos services, mais peut-être que cette agence n'est pas la plus adaptée à votre profil. Nous avons d'autres succursales en ville qui pourront peut-être mieux vous servir. » C'était un euphémisme pour quitter mon agence. Le blocage n'était plus seulement une caissière impatiente, c'était le système, avec son leader qui l'expulsait activement. « Mon profil s'adapte parfaitement à cette agence, » répondit Monsieur Émile, la voix ferme. « Je suis client de cette banque depuis plus de 30 ans. Peut-être devriez-vous vérifier cela avant de m'inviter à partir. » L'affirmation prit Thierry de court un instant. Un éclair d'incertitude traversa son visage, mais ce ne fut qu'un éclair. Il se ressaisit, l'arrogance l'emportant sur la prudence. « 30 ans ? J'en doute fort. Chloé, veuillez appeler la sécurité, s'il vous plaît. Accompagnez monsieur à la sortie. » La défaite fut minime, mais la douleur immense. Être expulsé de la banque qui gardait le fruit d'une vie entière de travail, par un directeur qui refusait de faire une simple vérification. L'humiliation était un poison lent, et Monsieur Émile la sentait se répandre. Il recula d'un pas, non pas sur l'ordre du directeur, mais sous le poids de ce moment. Tandis que Jean-Luc, l'agent de sécurité, un homme corpulent et inexpressif, commençait à marcher dans sa direction, l'esprit de Monsieur Émile vacilla. Le doute, un serpent froid, s'enroula dans son estomac. Peut-être avait-il raison. Peut-être n'appartenait-il pas à cet endroit. Le monde qu'il avait construit, l'empire de la chaussure, semblait lointain, une réalité parallèle. Là, dans cette agence, il n'était qu'un vieil homme à la peau sombre, aux vêtements simples. Le souvenir de l'accusation de vol à l'adolescence revint avec une force totale. La honte, le sentiment d'impuissance. Il sentit la même brûlure sur son visage. Et s'il s'était trompé? Et si lutter était inutile? Le préjugé était une montagne, et il n'était qu'un homme avec une pioche. Peut-être serait-il plus facile de partir, de faire le virement ailleurs, un autre jour, laisser tomber. La fatigue de 72 ans pesait sur ses épaules. Perdre le respect d'une caissière et d'un directeur arrogant. Qu'est-ce que cela signifiait dans le grand schéma de sa vie? Il avait déjà prouvé sa valeur à lui-même. Il regarda le visage triomphant de Chloé et l'indifférence présomptueuse de Thierry. Il vit l'agent de sécurité s'approcher, prêt à le jeter dehors comme un déchet. Et puis, il se rappela le visage de son père, la promesse silencieuse faite dans le hangar abandonné. Il n'avait pas bâti son héritage pour se cacher ou reculer devant la première bataille. Il l'avait bâti pour qu'un jour, des hommes comme Thierry et des femmes comme Chloé soient forcés de voir au-delà des apparences. Abandonner maintenant ne serait pas seulement une défaite personnelle, ce serait une trahison de tout ce qu'il représentait. Ce serait dire à l'enfant effrayé dans le grand magasin que le gérant avait raison. Non, le serpent du doute fut écrasé. La fatigue se dissipa, remplacée par une clarté d'intention aussi tranchante qu'un scalpel. Il n'irait nulle part. Il ne ferait pas seulement le virement. Il achèterait la banque s'il le fallait, mais il ne quitterait pas cette agence vaincue. La décision était prise. L'hésitation dans ses yeux laissa place à une détermination d'acier. Il regarda l'agent de sécurité qui s'approchait et, d'une voix qui n'admettait aucune discussion, dit « Je ne bougerai pas. Appelez le président du conseil d'administration de cette banque. Son nom est Dr François Dubois. Dites-lui que Monsieur Émile l'attend et qu'il a 5 minutes. » La mention du nom du Dr François Dubois, le président du conseil d'administration, plana dans l'air comme une grenade prête à exploser. Un instant, un silence stupéfait s'abattit sur l'agence. Jean-Luc, l'agent de sécurité, s'arrêta à mi-chemin, confus.
Thierry, le directeur, cligna des yeux, assimilant l'audace. Mais l'incrédulité se transforma rapidement en fureur. L'idée que cet homme, ce vieil homme aux vêtements usés, puisse avoir une ligne directe avec le sommet de la hiérarchie était si absurde qu'elle ne pouvait être qu'une provocation. « Ça suffit !» tonna Thierry, le visage rouge de colère. Il se tourna vers l'assemblée de clients, cherchant de la solidarité. « Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir excuser ce dérangement. Ce monsieur est manifestement perturbé et refuse de partir. Il mentionne maintenant notre président, une tentative claire d'intimidation. » Chloé, voyant la réaction de son chef, se sentit validée et doubla la mise sur l'humiliation. D'une voix forte pour que tous dans la file puissent entendre clairement, elle dit « Perturbé est un euphémisme, Thierry. Il croit vouloir transférer des millions qu'il n'a pas et en plus, il connaît le docteur Dubois. Je crois que quelqu'un a oublié de prendre ses médicaments aujourd'hui. » La première offense fut lancée, transformant la situation d'un problème de service client en un spectacle public sur la santé mentale de M. Émile. Il tenta de garder sa dignité, sa posture droite, le regard fixé sur Thierry, ignorant la caissière. Il ne pouvait pas laisser la colère le consumer. « Je ne suis pas perturbé. J'essaie d'exercer mon droit en tant que client. Une simple vérification d'identité résoudrait tout. » Sa voix était raisonnable, calme, mais elle fut engloutie par l'atmosphère de cirque que Chloé et Thierry créaient. L'assistance, auparavant seulement impatiente, regardait maintenant avec un intérêt morbide, comme on observe un accident de voiture au ralenti. Personne n'intervint. Ils étaient des spectateurs passifs du lynchage moral qui se déroulait. Thierry, sentant qu'il avait le public de son côté, décida d'aller plus loin. Il ne voulait pas seulement expulser M. Émile, il voulait l'anéantir, en faire un exemple. Il s'approcha de M. Émile, envahissant son espace personnel. L'odeur de son après-rasage coûteux était nauséabonde. « Droit de client !» Thierry se moqua, la voix basse et menaçante. « Vous n'avez aucun droit ici. Vous êtes un problème que je suis sur le point de résoudre. » Il se tourna vers M. Bernard, qui s'était plaint plus tôt. « Vous, par exemple, un homme d'affaires occupé, avec de vraies affaires à régler, retardé par ce... » Il ne termina pas la phrase, laissant le mépris remplir le vide. M. Bernard, se sentant inclus et valorisé par le directeur, bomba le torse. « Exactement. J'ai perdu ma matinée à cause de cette mascarade. S'il n'a pas d'argent, qu'il aille dans une banque populaire à sa place. » L'humiliation, d'abord menée par Chloé, devint collective. Madame Leroy, une autre cliente avec un collier de perles, ajouta « C'est ça. Quel manque de respect envers nous, les vrais clients. » Le poison se répandit, les chuchotements se transformèrent en rires étouffés. Chloé souriait ouvertement, savourant la victoire. Monsieur Émile était isolé, la cible d'un mépris qui montait par vagues. Il sentait le poids de dizaines d'yeux jugeurs, chacun une petite pierre lancée contre lui. La solitude était écrasante. C'est alors qu'il décida de tenter de se défendre. C'était une pause critique, une dernière tentative d'appeler à la raison avant que la situation ne devienne irrécupérable. Il leva la main non en supplication, mais pour demander la parole. Un geste de dignité au milieu du chaos. « Vous ne me connaissez pas, dit-il, la voix plus forte maintenant, projetée pour surmonter les murmures. Vous me regardez et vous voyez un vieil homme, un pauvre. Mais mon histoire, l'argent que j'ai gagné avec ses mains, il leva ses mains calleuses, a contribué à construire une partie de cette ville. Le nom de mon entreprise est sur les chaussures que certains d'entre vous portent peut-être en ce moment. » Pendant 30 secondes, il sembla que cela pouvait fonctionner. Un silence tendu s'installa de nouveau. La certitude de ses paroles, la mention d'une entreprise, d'une histoire, planta une graine de doute. Monsieur Bernard fronça les sourcils, regardant discrètement ses propres chaussures. Madame Leroy cessa de sourire. Monsieur Émile sentit une petite vague d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il traverser le mur du préjugé. Mais l'espoir fut écrasé avec une brutalité calculée. Chloé éclata d'un rire fort, strident et cruel. Ce fut si soudain et si plein de moquerie
que cela rompit le charme instantanément. « Des chaussures! Ah, s'il vous plaît !» éclata-t-elle de rire, se tenant le ventre comme si elle avait entendu la meilleure blague du monde. « Le voilà maintenant magnate de la chaussure. Quoi ensuite? Vous êtes aussi le propriétaire secret de la banque ?» L'assistance, libérée du doute par son rire, explosa en éclats de rire. La petite victoire de M. Émile fut transformée en la partie la plus amusante de la blague. L'humiliation revint, 10 fois pire. Il fut écrasé. Thierry porta le coup final. Il arracha le formulaire de virement des mains de M. Émile, qui, surpris par l'action, ne résista pas. Le directeur le brandit en l'air pour que tous le voient comme un trophée. « Regardez tous, le magnate de la chaussure veut donner 10 millions d'euros, annonça-t-il, la voix dégoulinant de sarcasme. « 10 millions! Monsieur n'a même pas 10 euros pour un café, alors 10 millions pour la charité !» Ce fut l'attaque personnelle, la plus dévastatrice. Il ne s'agissait plus de son apparence, mais de son objectif, de la fondation qui porterait le nom de son père. Thierry n'humiliait pas seulement l'homme, il profanait son rêve. Monsieur Émile resta sans voix. Les mots moururent dans sa gorge. Que pouvait-il dire? Toute protestation ne ferait qu'alimenter davantage la moquerie. Il regarda autour de lui, les visages qui riaient, la satisfaction cruelle sur le visage de Chloé, le triomphe arrogant sur celui de Thierry. Il était complètement seul, abandonné sur une île de mépris. D'un geste final de pouvoir, Thierry froissa le formulaire avec force, transformant le rêve de M. Émile en une boule de papier inutile. Il ne le jeta pas à la poubelle, il le jeta par terre, aux pieds de M. Émile. « Sécurité !» ordonna Thierry, la voix maintenant froide et définitive. « Débarrassez-moi de cette ordure. » L'assistance se tut, observant l'acte final. Jean-Luc, l'agent de sécurité, s'approcha et, pour la première fois, toucha M. Émile, une prise ferme sur son bras. Le monde de M. Émile se réduisit à ce contact, à cette prise, à la boule de papier froissée par terre. Il ne ressentait plus de colère, juste un vide glacial. La défaite était totale. Ils ne savent pas. L'agent de sécurité conduisit M. Émile hors de l'agence. La prise sur son bras n'était pas violente, mais elle était ferme, humiliante, un rappel physique de son expulsion. Les portes vitrées se refermèrent derrière lui, étouffant le son des rires et des affaires qui reprenaient leur cours normal. Le soleil du matin le frappa, fort et indifférent. Il se sentait exposé, nu. Le bruit de la rue, les voitures qui passaient, les gens dans leur vie pressée, tout semblait lointain, un film sans son. Il marcha machinalement jusqu'à un banc de parc vide, de l'autre côté de la rue, face à l'agence qui l'avait craché. Il s'assit, le corps lourd d'un épuisement qui n'était pas physique, mais de l'âme. Jean-Luc l'observa un instant, puis rentra. Monsieur Émile était seul. Il regarda la façade de verre et de marbre de la banque, un monument à la richesse et au pouvoir dont il avait été exclu. La boule de papier froissée, le formulaire de sa fondation, était toujours dans sa main. Il l'avait ramassé par terre dans un dernier acte de défi instinctif avant d'être traîné dehors. Il ouvrit la main et regarda le papier. Les mots « Fondation, la chaussure qui accueille » étaient presque illisibles, déformés par la fureur de Thierry. Une vague de désespoir le frappa. Peut-être Thierry avait-il raison. Peut-être n'était-il qu'un vieil homme stupide avec un rêve trop grand. L'image de son père, l'odeur de cuir, la promesse silencieuse dans le hangar. Tout semblait une fantaisie enfantine maintenant. Le monde réel était cette banque, c'étaient ces visages qui se moquaient de lui. À quoi servait d'avoir un empire si, à la fin de la journée, il était toujours considéré comme rien? La volonté de lutter l'abandonna. Peut-être était-il temps de rentrer chez lui, de panser ses plaies, d'oublier tout. Abandonné. La pensée était séduisante, un soulagement à la douleur aiguë de l'humiliation. Il était sur le point de laisser tomber le papier de sa main, de laisser le vent emporter les restes de son rêve, quand quelque chose attira son attention. Au verso du formulaire, visible à travers le papier froissé, se trouvait l'esquisse d'un logo qu'il avait dessiné la veille. C'étaient deux mains, l'une tenant l'autre, formant la silhouette d'une chaussure.
les mains de son père tenant les siennes. L'image fut un coup de poing dans l'estomac. Il ne s'agissait pas d'argent, il ne s'agissait pas de la banque, il s'agissait de l'héritage, il s'agissait de la promesse qu'aucune main travaillant dur ne serait méprisée. Abandonner maintenant ne serait pas seulement une défaite personnelle, ce serait une trahison de tout ce que son père représentait. Une nouvelle énergie, née de la colère et de l'amour, parcourut son corps. Le désespoir se transforma en une fureur froide et calculatrice. Il ne l'avait pas vaincu, il l'avait seulement réveillé. Il sortit son téléphone portable de sa poche. Ce n'était pas un smartphone de dernière génération, mais un modèle plus ancien, robuste, fait pour durer. Ses doigts, encore un peu tremblants, composèrent un numéro de mémoire. L'appel fut répondu à la deuxième sonnerie. « Antoine, c'est Émile. » La voix de l'autre côté était jeune, énergique et pleine de respect. « Monsieur Émile, comment allez-vous? Avez-vous réussi à régler le virement pour la fondation ?» Monsieur Émile ferma les yeux un instant. La scène à la banque lui traversa l'esprit. « Pas exactement, mon garçon. Nous avons eu un contretemps. J'ai besoin de toi. Maintenant. » Il y eut une pause. Antoine connaissait Monsieur Émile depuis des années. Il était le fils de son ancien comptable, un jeune avocat brillant que Monsieur Émile avait pratiquement adopté comme son bras droit. Antoine savait que le calme dans la voix de son mentor était un signe de danger. « Où êtes-vous, monsieur ?» La voix d'Antoine avait déjà un ton d'urgence. « Je suis sur la place, devant l'agence principale de la banque Magnatus, sur l'avenue centrale. Je suis à 10 minutes d'ici. Ne bougez pas, que s'est-il passé ?» Monsieur Émile regarda le nom du directeur, Thierry, qu'il avait mémorisé. Le directeur, un certain Thierry, et une caissière nommée Chloé ont décidé que je n'étais pas digne d'être leur client. Antoine resta silencieux un instant. Quand il parla de nouveau, sa voix était glaciale. « Thierry Bastos? Le même qui fait l'objet d'une enquête interne pour des mouvements suspects? Monsieur Émile, non seulement ils vous ont humilié, ils ont commis une erreur qui leur coûtera leur carrière. J'arrive. Nous allons régler ça. » L'appel se termina. Monsieur Émile regarda son téléphone portable, puis la banque. Le premier indice était apparu, non par hasard, mais parce qu'il avait décidé de se battre. L'humiliation lui avait donné un objectif, et le destin, une arme. Il n'avait plus besoin de chercher un allié. L'allié arrivait. Et ensemble, ils n'allaient pas seulement faire un virement, ils allaient commencer une guerre. Moins de 10 minutes plus tard, une voiture noire et élégante s'arrêta brusquement sur le côté de la place. Antoine sortit du véhicule avant même que le chauffeur ne puisse ouvrir la portière. Il était l'antithèse de Monsieur Émile en apparence. Jeune, la trentaine, portant un costume bleu marine parfaitement coupé et des chaussures qui brillaient sous le soleil. Mais dans ses yeux, il y avait la même détermination d'acier qui animait maintenant le vieil homme. Il traversa la rue, sa mallette en cuir à la main, et s'approcha de Monsieur Émile avec une expression de fureur contenue. « Monsieur Émile, je suis vraiment désolé que vous ayez eu à subir tout cela, » dit Antoine, la voix basse et intense. Il n'offrit pas de poignée de main, mais posa une main réconfortante sur l'épaule de son mentor. Le geste était celui d'un fils à un père. Ils n'ont aucune idée à qui ils se sont frottés. L'arrivée d'Antoine fut comme la cavalerie surgissant à l'horizon. Sa présence dégageait compétence et pouvoir. Il ouvrit sa mallette sur le banc de la place, révélant une tablette. J'enquêtais déjà sur ce directeur, Thierry Bastos, à la demande d'un autre client qui avait remarqué des irrégularités dans ses investissements, expliqua Antoine, ses doigts volant sur l'écran. Il est arrogant, mais je ne savais pas qu'il était aussi stupide. Humilier l'un des plus grands actionnaires de la banque, c'est un suicide corporatif. Monsieur Émile haussa un sourcil. Actionnaire? Oui, monsieur. Antoine sourit pour la première fois. Vous oubliez qu'une partie des bénéfices de votre entreprise est réinvestie dans des actions diversifiées. Vous possédez 3% du conglomérat Magnatus. Ce n'est pas un actionnaire majoritaire, mais c'est suffisamment important pour que vous puissiez exiger une réunion avec le conseil à tout moment.
Thierry aurait dû le savoir. Son système le lui aurait montré, s'il avait pris la peine de taper votre nom. La crédibilité d'Antoine fut établie non seulement par sa loyauté, mais par ses informations. Il n'était pas là seulement pour offrir un soutien moral, il était là avec un arsenal. Ils ne vous ont pas seulement humilié, monsieur, ils vous ont donné l'arme pour les détruire, et nous allons l'utiliser. Nous allons mettre fin à leur carrière aujourd'hui. La promesse n'était pas vide. C'était un plan d'action. La colère dans la poitrine de monsieur Émile, auparavant une flamme diffuse, se concentra maintenant en un point focal. L'humiliation laissa place à une fureur froide et stratégique. Il n'était plus la victime. Il était le chasseur. « Montrez-moi », dit monsieur Émile, la voix ferme. Antoine lui tendit la tablette. Sur l'écran, il y avait un réseau de transactions, des emails codés et des relevés bancaires. « Ceci est la première révélation », dit Antoine, désignant une série de virements qui sortirent de comptes de clients âgés et à faible activité, et allaient vers une société écran appelée Solution Première. Thierry a un stratagème. Il identifie les comptes avec peu de supervision, détourne de petites sommes, presque imperceptibles, et les canalise vers cette entreprise. Sur un an, nous parlons de millions. Monsieur Émile regarda les noms des clients lésés. C'étaient des gens comme lui, des noms communs, probablement des retraités, qui faisaient confiance à la banque pour protéger les économies d'une vie. « Et la caissière, Chloé ?» demanda monsieur Émile. « Elle est la facilitatrice », continua Antoine, ouvrant un autre dossier. « Elle approuve les transactions dans le système, les marquant comme frais administratifs ou ajustement de compte. En échange, elle reçoit une commission déposée sur le compte de sa mère. C'est un stratagème amateur mais efficace, car personne ne se douterait jamais d'une simple caissière. L'étendue de la trahison était bien plus grande qu'une simple impolitesse. C'était un crime. La colère de monsieur Émile se transforma en quelque chose de plus profond, un sentiment de responsabilité. Il ne se battait plus seulement pour son propre honneur, mais pour tous les autres clients qui étaient silencieusement volés. La peur et l'humiliation qu'il avait ressenties s'étaient complètement évaporées, remplacées par une détermination implacable. Le plan commença à se former dans son esprit, non seulement pour exposer Thierry et Chloé, mais pour purger la corruption qu'ils représentaient. « Ils doivent être pris en flagrant délit », murmura monsieur Émile, plus à lui-même. « Exactement », acquiesça Antoine, anticipant sa pensée. « Et c'est là que leur stupidité devient notre plus grand avantage. J'ai eu accès au système de rendez-vous de Thierry. Il a une réunion dans 15 minutes avec le propriétaire de Solution Première pour autoriser le plus grand retrait jusqu'à présent. Et devinez qui est le propriétaire ?» Antoine agrandit la photo de profil du client. Le visage souriant et présomptueux de monsieur Bernard, qui s'était moqué de monsieur Émile dans la file, apparut sur l'écran. « Notre homme d'affaires occupé », dit monsieur Émile, un sourire froid apparaissant sur ses lèvres pour la première fois ce jour-là. « La preuve décisive, confirma Antoine, sera la transaction elle-même. Ils vont transférer 500 000 € aujourd'hui. J'ai déjà alerté l'audit interne de la banque, qui surveille tout à distance. Ils ont juste besoin d'une confirmation visuelle, une preuve irréfutable que Thierry a autorisé la transaction en toute connaissance de cause. Et c'est ce que nous allons leur donner. » Le moment Eureka éclata dans l'air entre eux. Le plan était parfait. Ils n'avaient pas besoin d'envahir la banque. Ils avaient juste besoin d'entrer et de laisser les criminels se pendre avec leurs propres cordes. « Quand et où ?» demanda monsieur Émile. « Maintenant, dans sa salle de réunion. Ils pensent qu'ils sont en sécurité là-bas, » dit Antoine, se levant déjà. « Nous allons leur donner le spectacle qu'ils voulaient. » Ils commencèrent à marcher de nouveau vers l'entrée de la banque. La posture de monsieur Émile avait changé. Il ne marchait plus comme un vieil homme fatigué, mais comme un général allant au combat. Quand ils arrivèrent à la porte vitrée, Jean-Luc, le même agent de sécurité qui l'avait expulsé, se plaça en travers, le visage une masque d'hostilité. « Vous encore ?» Le directeur a été clair. « Vous n'êtes pas le bienvenu ici. » Le plan faillit échouer avant même de commencer.
L'agent de sécurité était un obstacle physique qu'il n'avait pas prévu en détail. La tension monta. Pendant une seconde, il sembla qu'il devrait forcer le passage, provoquant un scandale qui aurait pu ruiner l'élément de surprise. Mais Antoine était préparé. Il ne montra pas sa carte d'avocat. Au lieu de cela, il fit un pas en avant, se plaçant entre l'agent de sécurité et M. Émile. « Mon nom est Antoine Dubois, du cabinet Dubois en Fils, dit-il, la voix calme et pleine d'autorité. Et ceci, il désigna M. Émile, et M. Émile, il a un rendez-vous programmé avec le département d'audit et de conformité de la banque, une réunion concernant le directeur Thierry Bastos. Si vous nous empêchez d'entrer, cela sera considéré comme une obstruction à une enquête interne et une complicité de fraude. Voulez-vous vraiment que votre nom apparaisse dans ce rapport ? Jean-Luc pâlit. La mention de audit, de fraude et de complicité le frappa comme une série de coups de poing. Il regarda d'Antoine à M. Émile, l'arrogance sur son visage s'effritant en peur et confusion. Il recula, ouvrant la porte. Antoine regarda M. Émile, une lueur de victoire dans ses yeux. « C'est maintenant ou jamais. » Une petite pause. « Si l'histoire de M. Émile a déjà touché votre cœur, laissez un j'aime. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je lis tout. » Une fois à l'intérieur de l'agence, l'atmosphère était différente. La mention d'« audit » par Antoine se répandit comme une traînée de poudre parmi les employés. Les caissières, y compris Chloé, jetaient des regards nerveux dans leur direction. L'assemblée de clients avait changé. Certains de ceux qui avaient ri semblaient maintenant mal à l'aise, sentant qu'ils avaient été témoins de quelque chose de plus grave qu'ils ne l'imaginaient. Antoine guida M. Émile non pas vers la zone d'attente, mais vers un coin discret, près des ascenseurs privés qui menaient aux étages de la direction. La préparation finale devait être rapide et précise. « Ok, le plan est le suivant, » murmura Antoine, gardant la voix basse mais l'urgence claire. Thierry et son associé, le soi-disant homme d'affaires, sont dans la salle de réunion de l'entresol. C'est une salle avec des murs de verre, pour que tout le monde voie à quel point il est transparent. Ce sera sa perte. Il sortit de sa poche un minuscule écouteur électronique et le tendit à M. Émile. « Mettez-le dans votre oreille. Je serai en contact direct avec l'équipe d'audit qui surveille les caméras et les transactions en temps réel. Ils verront tout. Je vous narrerai ce qu'ils font afin que nous sachions le moment exact d'agir. » Monsieur Émile, les mains étonnamment fermes, ajusta le petit appareil dans son oreille. C'était une pièce de technologie qui semblait appartenir à un autre monde, mais à ce moment-là, c'était sa meilleure arme. « Et que dois-je faire ?» demanda Monsieur Émile, se concentrant sur sa partie du plan. « Vous et moi monterons à l'entresol, » expliqua Antoine. « Nous resterons devant la salle vitrée. Ils nous verront. Thierry sera nerveux, mais il essaiera de garder son calme. Il voudra conclure la transaction le plus rapidement possible pour se débarrasser de nous. Et c'est exactement ce que nous voulons. Au moment où le virement sera confirmé, l'audit bloquera le compte de Solutions Premières et celui de Thierry. Les lumières de son système deviendront rouges. C'est notre signal. C'est alors que nous entrerons dans la salle. » Ils répétèrent la confrontation à voix basse. Monsieur Émile ne serait pas la victime, il serait l'accusateur. Antoine serait le soutien juridique, l'exécuteur. Ils assemblèrent les pièces, les informations privilégiées, la technologie de surveillance, l'élément de surprise et, le plus important, l'arrogance de Thierry comme catalyseur. Le moment parfait serait le summum de sa présomption, la seconde exacte où il penserait avoir gagné. Tout semblait parfaitement aligné. Mais, comme dans tout piège bien planifié, quelque chose faillit tout gâcher. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, la porte s'ouvrit et Thierry en sortit. Seul, il n'allait pas à la salle de réunion. Il se dirigeait vers la sortie principale, sa mallette à la main, probablement pour aller déjeuner. La panique brilla dans les yeux d'Antoine pendant une fraction de seconde. Le moment parfait était sur le point d'être perdu. Son associé aurait pu sortir par une autre porte, la transaction aurait pu être reportée, et le piège, désarmé. Il fallait improviser. Et vite! Sans hésiter, Antoine fit un pas en avant, bloquant le chemin de Thierry. Il afficha un large sourire faux. « Thierry,
Quelle chance de vous croiser, nous montions justement pour vous parler. » Thierry s'arrêta, visiblement irrité d'avoir son chemin bloqué, surtout par monsieur Émile, qui était juste derrière Antoine. « Je n'ai rien à vous dire. Si vous avez des réclamations, prenez rendez-vous. Maintenant, si vous m'excusez, je m'en vais. » Il tenta de dévier, mais Antoine bougea, reflétant son mouvement. C'est alors qu'Antoine lança l'appât assez fort pour que les employés les plus proches l'entendent. Quel dommage! Le personnel de l'audit de la Banque centrale vient d'appeler, ils vous cherchaient. Ils ont dit que c'était urgent concernant un virement de 500 000 €. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai dit que vous étiez occupé et je leur ai demandé d'attendre. Le nom Banque centrale eut l'effet d'un défibrillateur sur Thierry. La couleur disparut de son visage. Il se figea, la main sur la poignée de sa mallette. La mention du montant exact de la transaction frauduleuse le convainquit que ce n'était pas un bluff. Il regarda d'Antoine à monsieur Émile, son esprit travaillant furieusement. Partir maintenant serait un aveu de culpabilité. « Banque centrale » répéta-t-il, essayant de paraître désinvolte, mais sa voix sortit un ton plus aigu. « Ce doit être une erreur. Je ne partais pas, j'allais juste prendre un café. Allons dans ma salle de réunion, nous pourrons parler là-bas. » L'appât fut mordu. Thierry se retourna et, avec une raideur nerveuse, les guida de nouveau vers l'entresol. Il marchait rapidement, impatient de comprendre l'étendue de la fuite. En montant les escaliers, monsieur Émile vit Marc, le homme d'affaires, attendre impatiemment dans la salle vitrée, regardant sa montre. Le piège était de nouveau tendu. Le dernier obstacle avait été surmonté par l'improvisation. Lorsqu'ils arrivèrent en haut de l'escalier, Thierry s'arrêta à la porte de la salle, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux terrifiés. Il fit un geste pour qu'ils entrent. Monsieur Émile et Antoine échangèrent un regard. Le plan avait changé. Ils n'attendraient pas dehors. Ils entreraient dans la tanière des lions. En entrant dans la salle de réunion, Marc, l'associé de Thierry, se leva brusquement. « Thierry, quel retard! Et qui sont ces gens ?» Sa voix était un mélange d'arrogance et d'impatience. Il regarda monsieur Émile avec le même mépris qu'il avait montré dans la file à la caisse. Thierry referma la porte vitrée, un geste qu'il voulait de contrôle, mais qui ressemblait à celui d'un homme s'enfermant dans sa propre cage. Il était au sommet de son pouvoir apparent, sur son territoire, entouré de meubles design et avec vue sur toute l'agence. Il respira profondément, l'arrogance revenant comme un gilet de sauvetage dans une mer de panique. Il décida que la meilleure défense était une attaque brutale et confiante. « Marc, ce sont des problèmes que je suis déjà en train de résoudre, » dit Thierry, gesticulant avec dédain vers Antoine et monsieur Émile. Il s'assit en bout de table, projetant une image de pouvoir absolu. « Ce monsieur, » il désigna monsieur Émile, « a fait une crise de nerfs en bas, prétendant être un millionnaire. Et ceci, » il fit un signe vers Antoine, « et son gardien, je suppose, qui essaie maintenant de m'intimider avec des histoires d'audit. » Il se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire présomptueux sur le visage. L'assistance, maintenant composée de Marc, était tout à lui. Nous n'avons rien à cacher ici. Nous sommes un livre ouvert. Les auditeurs sont les bienvenus, surtout quand la dénonciation vient de quelqu'un qui n'a même pas de compte dans cette banque. La négation était totale, la confiance, inébranlable. Il regarda directement monsieur Émile, le mépris brûlant dans ses yeux. Vous savez, il y a une chose que j'ai apprise dans ce secteur. Les chiens qui aboient beaucoup mordent rarement. Et vous, mon cher, vous avez déjà trop aboyé pour aujourd'hui. La phrase arrogante plana dans l'air, une sentence qu'il ne savait pas qu'elle se retournerait contre lui de manière spectaculaire. Il se tourna vers Marc, congédiant les deux intrus. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Ce virement. Il était prêt à conclure son crime juste devant ses accusateurs, la démonstration maximale de son pouvoir et de son impunité. Antoine resta debout, calme, tandis que Thierry ouvrait son ordinateur portable pour lancer la transaction. Monsieur Émile, suivant les instructions silencieuses d'Antoine, s'assit à la table face à Thierry, une présence silencieuse et imposante.
Le son de l'écouteur électronique dans son oreille était un bourdonnement léger, la voix d'un des auditeurs confirmant « Ils sont dans le système. Thierry accède au compte d'origine. Marc transmet les données de solution première. Nous enregistrons tout. » Avant de procéder, Thierry, la voix d'Antoine coupa le silence de la salle. « Nous aimerions faire une dernière tentative pour régler cette affaire de manière civilisée. » Thierry rit. « Civilisée ? Vous envahissez mon agence, vous me menacez et vous voulez être civilisé ? Traitez le virement, Marc. » Marc, cependant, hésita. « Thierry, peut-être devrions-nous écouter. »« Tais-toi, Marc. Traite ça tout de suite, » ordonna Thierry, la façade de calme commençant à se fissurer. Ce fut le moment qu'Antoine attendait. « Très bien, mais puisque nous parlons de virement, pourquoi ne pas commencer par celui de mon client ? Monsieur Émile. » Thierry souffla. « J'ai déjà dit que ce n'était pas un client. En êtes-vous sûr ? » demanda Antoine, un sourire subtil aux lèvres. « S'il vous plaît, par mesure de procédure, tapez simplement son nom dans votre système, Monsieur Émile. » Irrité, mais voulant en finir rapidement, Thierry tapa le nom avec violence sur le clavier. Pendant une seconde, il fixa l'écran. Puis, de nouveau, le sang se vida de son visage. La photo de Monsieur Émile, une photo prise des années auparavant, plus jeune mais indubitable, apparut sur l'écran. À côté, le statut, client premium. Et en dessous, un nombre qui fit s'étouffer Thierry. Le solde du compte d'investissement, le portefeuille d'actions, les fonds. C'était des milliards, pas des millions, des milliards. Chloé, qui observait nerveusement à travers la vitre, vit l'expression de son chef et sentit un nœud à l'estomac. « C'est impossible, » balbutia Thierry regardant de Monsieur Émile à l'écran. « C'est une fraude. » « La seule fraude ici, Thierry, c'est la vôtre, » dit Antoine, et il posa sa tablette sur la table, face à Thierry et Marc. La première preuve. L'écran montrait le relevé de compte de Solution Première, avec tous les petits virements reçus, y compris les noms des clients lésés. Reconnaissez-vous cela ? Ce sont les détournements que vous et votre complice, Chloé, avez fait pendant des mois. Thierry regarda l'écran, la panique s'emparant de ses yeux. Il tenta de discréditer. « C'est un montage, vous avez falsifié ça, c'est une attaque contre ma réputation. »« Montage ?» répliqua Antoine, et d'un toucher, l'écran changea. La deuxième preuve. Un organigramme qui reliait Solution Première directement à Marc en tant qu'unique propriétaire. Et, plus dévastateur, un enregistrement audio. Antoine appuya sur lecture. La voix de Thierry, inimitable, résonna dans la salle. « Juste ce gros virement, Marc, et ensuite nous dissolvons l'entreprise. Personne ne le saura jamais. » L'enregistrement avait été fait par un autre client que Thierry avait tenté de recruter pour le stratagème. Marc se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Thierry, qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'en savais rien, » mentit-il, essayant de se sauver. Thierry commença à transpirer à grosses gouttes. Son arrogance s'effondra comme un château de sable. Il regarda la vitre de la salle et vit les visages choqués des employés et des clients. Son humiliation publique, qu'il avait orchestrée pour Monsieur Émile, était maintenant la sienne. Il était en train de craquer. L'enregistrement audio fut l'étincelle qui mit le feu à l'agence. Le silence initial à l'extérieur de la salle vitrée fut brisé non par une explosion, mais par un murmure collectif, un son qui grandit comme une vague. Les clients qui riaient auparavant de Monsieur Émile se regardaient maintenant, les visages mêlés de choc et de honte. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans leurs esprits. L'humiliation du vieil homme, l'arrivée de l'avocat, la mention de l'audit. Tout prenait sens maintenant. La première réaction spécifique vint de Madame Leroy. Sa main vola à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. « Mon Dieu !» murmura-t-elle à son mari à côté. « Nous nous sommes moqués de lui. Nous avons pris le parti d'un voleur. » Le mari, qui avait hoché la tête en accord avec Thierry, semblait maintenant vouloir que le sol l'engloutisse. Chloé, de l'autre côté du comptoir, était paralysée. La couleur avait disparu de son visage, la laissant avec une pâleur cadavérique. Ses alliés, les autres caissiers qui avaient souri à ses plaisanteries,
s'éloignait maintenant d'elle, créant un espace vide autour d'elle, comme si sa culpabilité était contagieuse. Elle était seule, exposée sous les lumières froides de la banque. Ses yeux rencontrèrent ceux de M. Émile, à travers la vitre, et pour la première fois, elle ne vit pas un vieil homme pauvre, mais un juge silencieux de son destin. Le murmure dans l'agence se transforma en une explosion d'indignation. « Voleur !» cria un homme du fond de la file. « Appelez la police !» hurla un autre. L'assistance, auparavant complice passive de l'humiliation de M. Émile, se retournait violemment contre ses bourreaux. La colère qu'ils ressentaient n'était pas seulement pour Thierry, mais aussi pour eux-mêmes, pour avoir été si facilement trompés, pour avoir participé même silencieusement à l'injustice. Dans la salle, Marc, dans un acte de désespoir pour se sauver, pointa un doigt tremblant vers Thierry. « C'est lui! C'était toute son idée! Il m'a contraint! Il a dit que si je ne participais pas, il ruinerait mon entreprise !» L'alliance des méchants s'effondra au premier signe de danger. Thierry, acculé, regarda la porte, son instinct primaire lui hurlant de fuir. Il se leva, mais à cet instant précis, deux figures imposantes en costume sombre, les auditeurs en chef de la banque, entrèrent dans la salle, bloquant la sortie. La tentative de fuite fut pathétique et courte. L'assistance extérieure vit le moment exact où la dernière voie d'évasion de Thierry fut coupée. Le chasseur était définitivement et irrévocablement en cage. La chute finale de Thierry fut aussi spectaculaire que son arrogance. Voyant les auditeurs et la porte bloquée, il tenta un dernier recours désespéré, la destruction des preuves. D'un mouvement rapide, il essaya de fermer son ordinateur portable, dans l'espoir que cela interromprait le virement ou effacerait les registres. Mais comme par un commandement divin, l'écran de son ordinateur clignota et devint rouge. Un grand message en lettres blanches apparut. « Assez bloqué. Compte sous enquête. » L'audit à distance avait agi. L'échec fut spectaculaire. Le clic de l'ordinateur portable qui se fermait fut le son de sa carrière qui s'achevait. « Thierry Bastos », dit l'un des auditeurs, la voix froide et sans émotion. « Vous êtes suspendu de vos fonctions, avec effet immédiat. Veuillez remettre vos badges et votre équipement. » C'est à ce moment-là que le barrage céda. Thierry, l'homme qui quelques minutes auparavant se moquait de la santé mentale de M. Émile, s'effondra. « Non, c'était une erreur, un malentendu !» cria-t-il, la voix stridente de panique. Il se tourna vers M. Émile, les yeux suppliants. « Monsieur Émile, oh, s'il vous plaît, je ne savais pas, j'ai une famille, s'il vous plaît, dites-leur d'arrêter. » La confession ne fut pas directe, mais le désespoir était un aveu de culpabilité plus éloquent que n'importe quel mot. Il était exposé, brisé, implorant la miséricorde de l'homme qu'il avait tenté de détruire. Monsieur Émile l'observa, le visage impassible. Il ne ressentait aucun plaisir à la chute de Thierry. Il n'y avait pas de célébration, seulement le poids sombre de la justice qui s'accomplissait. Il ne répondit pas à la supplique. Il se contenta de respirer profondément, un long et lent soupir qui semblait libérer des décennies de petites et grandes injustices. Dehors, la police, appelée par l'équipe d'audit, entra dans l'agence. Les clients firent place, leur téléphone portable enregistrant maintenant non plus par curiosité morbide, mais pour documenter la justice. Chloé, voyant les uniformes, commença à sangloter de manière incontrôlable, un son pathétique qui ne suscita aucune sympathie. Les policiers entrèrent dans la salle vitrée. Thierry et Marc furent menottés devant tout le monde. L'humiliation était complète, un miroir parfait de celle qu'ils avaient infligée. Tandis que Thierry était emmené, il passa près de M. Émile et murmura, la voix pleine d'un poison impuissant. « Vous m'avez détruit. » Monsieur Émile parla enfin, la voix basse, juste pour que Thierry l'entende. « Non, Thierry, vous vous êtes détruit au moment où vous avez décidé que la valeur d'un homme résidait dans ses vêtements et non dans son âme. » L'agence resta silencieuse tandis que les criminels étaient emmenés. Le silence d'après-bataille. Monsieur Émile resta assis un instant. Le seul son dans ses oreilles était celui de sa propre respiration, calme et régulière. La guerre était finie.
Toujours assis dans la salle de réunion vitrée, Monsieur Émile observa les employés de la banque s'activer avec une urgence silencieuse, nettoyant le désordre laissé par l'ouragan qu'il avait déclenché. Le directeur régional de la banque, un homme qui descendit en courant du dernier étage dès qu'il apprit l'incident, était maintenant personnellement au guichet, essayant de calmer les clients. Le monde à l'intérieur de l'agence était en train d'être reconfiguré. Antoine s'approcha et posa la main sur l'épaule de Monsieur Émile. « Nous avons réussi, monsieur. Justice a été faite. » Sa voix était empreinte de soulagement et de fierté. Monsieur Émile hocha la tête, un mouvement lent et fatigué. Il se leva, son corps ressentant le poids de toute l'adrénaline qui l'abandonnait maintenant. Il ne regarda pas le chaos autour de lui. Son attention était fixée sur le comptoir de la caisse, maintenant vide, là où tout avait commencé. Il marcha jusqu'à cet endroit, l'agence entière, observant ses pas en silence. Le directeur de la banque, le voyant approcher, courut à sa rencontre. « Monsieur Émile, au nom de la banque Magnatus, je vous présente nos excuses les plus profondes et sincères. Le comportement de nos anciens employés a été inacceptable, impardonnable. Tout ce dont vous avez besoin, quoi que ce soit, s'il vous plaît, dites-le moi. » Monsieur Émile regarda l'homme, le visage en sueur dans son costume coûteux, et lui tendit simplement le formulaire froissé qu'il tenait encore. « Je voulais juste faire un virement, dit-il, la voix calme. » Le directeur prit le papier comme s'il s'agissait d'un artefact sacré et, de ses propres mains, traita le don de 10 millions d'euros pour la fondation La Chaussure qui accueille. Sans dire un mot de plus, Monsieur Émile prit son reçu, se retourna et sortit de l'agence, laissant derrière lui le monde qu'il avait bouleversé. Il ne voulait pas de philosophie, pas d'autres excuses. Il voulait juste respirer l'air extérieur, l'air d'un homme qui avait affronté ses démons et gagné. Quelques jours plus tard, le contraste était saisissant. Une scène courte et silencieuse montrait Thierry et Chloé dans une salle d'audience, les visages pâles, les épaules courbées, dépouillés de toute arrogance. La narration ne se complaisait pas dans leur misère, elle se contentait de constater la conséquence, rapide et impitoyable, comme un épilogue nécessaire. La scène coupa ensuite sur un terrain ensoleillé dans un quartier ouvrier. Le panneau devant disait « Futures installations de la Fondation, La Chaussure qui accueille, un lieu d'espoir et de nouvelles opportunités. » Monsieur Émile était là, avec les mêmes vêtements simples, la chemise en flanelle et le pantalon de toile. Il n'observait pas de loin, il était les manches retroussées, conversant avec les ingénieurs, riant avec les ouvriers, ses mains calleuses, gesticulant tandis qu'il expliquait sa vision pour la cantine communautaire. Sa nouvelle vie n'était pas dans un manoir ou sur un yacht, mais là, au milieu de la poussière et du bruit de la construction. Le changement n'était pas dans sa richesse, qu'il avait toujours eue, mais dans son action. Il reçut un appel. C'était d'un conglomérat européen, offrant d'acheter son entreprise pour une valeur astronomique, une offre que, des mois auparavant, il aurait peut-être considérée comme l'apogée de sa carrière. Il écouta le représentant patiemment. « J'apprécie l'offre, » dit Monsieur Émile, regardant les enfants de la communauté qui jouaient déjà au ballon près du chantier. « Mais mon entreprise n'est pas à vendre. Mon travail ici ne fait que commencer. » Il raccrocha. La confiance dans sa voix était celle d'un homme qui comprenait enfin que son héritage ne serait pas l'argent qu'il avait accumulé, mais le bien qu'il pourrait en faire. Une semaine plus tard, le test final arriva, subtil et inattendu. Monsieur Émile entra dans un petit café près du chantier pour acheter du café pour l'équipe. La file était longue et un jeune homme, manifestement un ouvrier du bâtiment, avec des bottes salies de ciment et des vêtements poussiéreux, avait des problèmes avec sa carte. « Solde insuffisant », dit le barista, un adolescent à l'air ennuyé. Le jeune homme rougit, cherchant des pièces dans ses poches. La situation était un miroir du début de sa propre épreuve. L'impatience dans la voix du barista, l'humiliation silencieuse de l'homme jugé par son apparence et sa situation financière. Le vieux monsieur Émile aurait peut-être seulement observé, ressenti de la pitié. Le monsieur Émile qui fut forgé dans le feu de l'humiliation agit.
Il s'approcha du comptoir. « Je paie pour lui, dit-il tranquillement. Et je voudrais aussi 20 cafés et 20 pains au fromage pour l'équipe du chantier. » Le barista écarquilla les yeux devant l'ampleur de la commande. Le jeune ouvrier regarda Monsieur Émile sans voix. « Merci, monsieur, mille merci, balbutia le jeune homme. Monsieur Émile se contenta de sourire et lui posa une main sur l'épaule. « Continuez le bon travail, mon garçon. » Il paya l'addition, une somme dérisoire pour lui, mais un geste qui changea la journée de ce jeune homme. En se retournant pour partir, il regarda le barista et dit, sans aucune trace d'arrogance, juste avec la sagesse de celui qui a vécu, « Un peu de gentillesse ne coûte rien, mais elle vaut plus que tout l'argent du monde. » Dans cette action simple, il prouva sa transformation. L'expérience ne l'a pas rendu amer ou vengeur, elle l'a rendu plus fort, plus sage et surtout plus compatissant. Il n'avait plus besoin d'un empire pour se sentir valorisé. Sa valeur résidait dans la tasse de café qu'il offrait, dans le regard de gratitude qu'il recevait. Il comprit enfin la leçon de son père dans sa totalité. La vraie valeur n'est pas seulement dans la couture intérieure, mais dans la manière dont vous utilisez cette force pour réparer le monde qui vous entoure. L'histoire de Monsieur Émile nous montre une vérité puissante. Le caractère d'une personne ne peut jamais être mesuré par son apparence, par son compte en banque ou par l'opinion de ceux qui refusent de voir. C'est une leçon sur la dignité, sur la force silencieuse qui réside en chacun de nous, attendant le bon moment pour se révéler. Combien de Monsieur Émile existent là-bas, jugés et sous-estimés chaque jour? Combien de Chloé et de Thierry utilisent leur petite position de pouvoir pour humilier les autres, aveugles à la vraie valeur humaine qui est juste devant eux? La vengeance de Monsieur Émile ne fut pas seulement de démasquer la fraude, ce fut de revendiquer son humanité. Ce fut une déclaration que le respect n'est pas un privilège à accorder, mais un droit fondamental. Il nous a enseigné que la plus grande richesse n'est pas l'argent, mais la capacité de rester gentil dans un monde qui peut être cruel, d'utiliser notre force non pas pour écraser, mais pour élever les autres. Cette histoire a-t-elle résonné en vous? Vous êtes-vous déjà senti comme Monsieur Émile, jugé injustement avant même d'avoir la chance de montrer qui vous êtes? Ou peut-être, dans un moment de faiblesse, avez-vous déjà agi comme l'un des spectateurs silencieux, ayant peur de vous lever contre l'injustice? Le voyage de Monsieur Émile est un miroir pour nous tous, un rappel que nous avons le pouvoir de choisir qui nous voulons être dans chaque interaction. Si vous croyez que le respect et la dignité doivent toujours prévaloir, si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait réfléchir, je vous demande de faire une chose très simple, mais très puissante. Laissez votre marque dans cette communauté. Commentez avec un seul mot, respect. Juste cela. Laissez la section des commentaires se transformer en une fresque murale, une vague de soutien à tous les Monsieur Émile du monde, montrant qu'ils ne sont pas seuls. En commentant « respect », vous n'interagissez pas seulement avec une vidéo, vous vous positionnez. Vous rejoignez un mouvement de personnes qui croient en l'empathie et en la justice. Et pendant que vous y êtes, si vous ne faites pas encore partie de notre famille, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Nous racontons des histoires comme celle-ci chaque semaine, des histoires qui comptent, qui inspirent et qui nous rappellent le pouvoir que nous avons de changer le monde. Une attitude à la fois. Ne laissez pas ce message s'arrêter ici. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Dans un monde qui valorise souvent le superficiel, répandons l'idée que la vraie valeur est à l'intérieur. Rejoignez-nous. Commentez respect, abonnez-vous et aidez à propager cette flamme.